Mais bon, voilà, peut-être je n'ai plus l'âge. Je voudrais simplement dire une chose, en fait, je trouvais très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a rempli les deux premières phrases du texte que nous avons écrit à plusieurs dans la mission, qui était de dire, depuis l'URSS, le monde a changé, la France a changé. Et je crois que c'est cette question-là aujourd'hui qu'on a peut-être, qu'il faut qu'on aborde le plus fortement possible. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'URSS avant la création des parcs, c'est vraiment une France qui est une France très organisée sur un système avec un État fort et avant la décentralisation. On a aujourd'hui un pays qui a quand même été bouleversé par la décentralisation. Moi, je suis venue des Alpes et on disait tout le long, finalement, les villages ont changé, ils sont beaux, ils sont agréables. On n'avait pas des villages aussi sympathiques dans nos campagnes. C'était triste, on n'avait pas de bibliothèque, on n'avait pas de services sympathiques, toujours. Donc je crois qu'effectivement, sur la question, alors appelons-le comme on veut, est-ce que c'est l'urbain qui a pénétré? En tous les cas, nos modes de consommation, nos systèmes ont totalement évolué. Et aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les modes de consommation quand on est à la campagne ou quand on est en ville. Donc je crois qu'il faut acter ce genre de choses. Il faut acter aussi qu'un parc naturel régional, c'est un territoire délimité par, j'allais dire, les espèces, par ses caractéristiques en matière de biodiversité, en matière de géologie, etc., naturelle. Et ce territoire-là, il a donc un périmètre. Sauf que les gens, aujourd'hui, passent d'un périmètre à l'autre dans leur vie, dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a un système qui, pas pour tout le monde. Et je crois qu'il faut se dire aussi que c'est la mobilité, ce qu'on appelle cette façon de passer d'un endroit à un autre rapidement, elle n'est pas la même pour tous et qu'elle est très inégalitaire. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on se pose des questions. Moi, derrière les questions qui sont évoquées aujourd'hui, quand on dit territoire vivant, est-ce que c'est un territoire fermé ou est-ce que c'est un territoire ouvert? Et est-ce que c'est un territoire ouvert sur quoi et comment? Et donc comment dans le temps? Donc je crois que c'est un peu de passer et d'avoir, pourquoi pas, on reste bien sur un parc avec un territoire, une biodiversité, mais comment on passe à des projets avec effectivement, j'allais dire, quelque chose qui nous permette peut-être d'être plus dans le virtuel, dans les accords, dans la façon de faire en sorte de faire territoire vivant, mais pas simplement avec les habitants, mais avec les gens qui sont susceptibles de venir, d'être intéressés par le territoire. Moi, je suis sur un parc naturel, je suis très contente de voir à quel point il y a une appropriation de ce territoire par les habitants, parce qu'elle est historique. Mais aujourd'hui, c'est très amusant. On a l'impression quelquefois que quand on a des gens en ville, ils s'approprient, des gens qui habitent à Grenoble ou Chambéry, ils s'approprient aussi ce territoire-là, qu'il leur appartient aussi. Et je crois que c'est cet effort-là qu'il faut qu'on travaille, c'est-à-dire qu'à la fois les parcs dans les murs, mais les parcs hors les murs. Et c'est là où est de la difficulté, parce que du coup, on se retrouve avec une organisation de la France où chacun a son précaré, on va dire, et une organisation avec des compétences, des légitimités, etc. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive, si on veut travailler dans l'expérimentation, si on veut être un peu les fers de lance de ce territoire national et autres, ben ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver de nouveaux accords. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit replacé au bon niveau de l'échelle institutionnelle. Et là, toute la difficulté, elle est un petit peu là-dessus, parce que finalement, on a toujours du mal et de la peine à se justifier. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se justifie, il faut qu'on existe parce qu'on est intéressant et qu'on est porteur de politiques diverses, parce que nos parcs sont tous divers, ils ont des valeurs communes, mais ils sont divers, dans des espaces divers. Et je crois que c'est cette construction de la diversité avec d'autres, dans le cadre des régions, avec des métropoles, avec l'État, qu'il faut que nous prenions en compte pour qu'on fasse en sorte que les populations diverses, y compris celles qui n'ont pas accès, j'allais dire, à, entre guillemets, la ruralité. Moi, je dis aujourd'hui, les agriculteurs, ils font pas des fils... Enfin, les fils d'agriculteurs ne sont pas forcément agriculteurs. Ça veut dire que demain, si on veut des agriculteurs, même si on en a moins, ce sera peut-être des gens qui ont toujours, on commence à le voir, qui ont vécu toute leur jeunesse en ville. Donc, il faut qu'on facilite ces connaissances du milieu et ces connaissances et cette culture commune. Voilà. Merci.
Donc, puisque nous sommes dans la culture des parcs naturels régionaux, qu'on a beaucoup insisté sur la mobilisation, la participation, etc., je vais même me prendre le risque de donner la parole à des gens dont on ne m'a pas suggéré le nom, hein, ce qui est finalement quelque chose de tout à fait étonnant dans ce type de manifestation, mais qui m'a été instamment demandé par ces organisateurs. Donc je rends hommage à leur souci de mettre en accord leurs principes avec leurs pratiques. Donc, comme la lumière n'est pas très claire, je vais simplement demander aux personnes qui tendent les micros de voir s'il y a des mains qui se lèvent. Et vous serez bien gentil de vous présenter pour qu'on sache un peu de quoi vous parlez. Vous pouvez aussi bien poser des questions, réagir aux propos qui ont été tenus, apporter des témoignages sur vos propres pratiques dans vos parcs respectifs. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Yves François, je suis agriculteur, je suis de l'Isère et je suis aussi à la commission biodiversité de la fédération et aussi au bureau. Je fais partie de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Simplement, je voulais réagir au propos de Jean Viard. Il y a un petit côté de cumul des mandats, là, on va dire. On peut voir ça comme ça, mais vu qu'on est de moins en moins nombreux, les agriculteurs, malheureusement... Vous êtes obligé de gérer toutes ces casquettes aussi. Voilà, on va dire ça comme ça. Simplement par rapport à ce que disait Jean Viard sur le fait qu'il fallait absolument protéger le foncier agricole, alors jusque-là je suis d'accord avec lui, mais après quand il a dit il ne faut pas forcément protéger les agriculteurs, alors c'est vrai que j'appuie le trait, surtout que je connais un petit peu ce qu'il dit et je suis souvent d'accord avec lui, mais là je pense qu'il faut faire attention parce que nous sommes de moins en moins nombreux en nombre. Si vous voulez, c'est une espèce dont la moyenne d'âge est de 55 ans et dont l'habitat se réduit considérablement. Donc moi je considère que c'est une espèce en voie de disparition et qu'il faut faire attention parce qu'on fait un petit peu illusion quelque part puisqu'on a une force de production qui est liée aussi beaucoup à nos structures, à la façon dont nous sommes structurés en agriculture, et que ça tient avec une certaine masse critique qui peut absolument s'écrouler assez vite en dessous d'un certain nombre. Alors on fait l'illusion, pourquoi? Parce qu'on a des moyens techniques effectivement de travailler plus de terre ou de s'organiser pour travailler autrement. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est aussi le rapport agriculture-environnement qui a été évoqué là, où moi je me rends compte, parce que je suis sur ce dossier-là depuis à peu près une vingtaine d'années, donc j'ai un petit peu de recul, j'ai commencé jeune, hein, je précise tout de suite, et donc les tensions que je sens entre le monde de l'environnement et le monde de l'agriculture, que je ne ressentais pas de cette façon-là il y a 2-3 ans. Donc, avec toute cette façon dont le territoire est zoné. On parlait de gens qui s'approprient le territoire. Faut pas oublier que ceux qui sont sur le territoire depuis très longtemps, c'est les agriculteurs, enfin l'agriculture et la forêt, et que par moments, ils ont l'impression de se faire soit déposséder, soit montrer du doigt de façon qu'ils trouvent assez injustifiée. Donc je sais que Jean Viard là-dessus à travailler. J'aimerais qu'il puisse un peu donner son avis. Merci. Je vais donner très rapidement la parole à Jean Viard pour qu'il puisse réagir. Surtout que je ne suis pas absolument certain que c'était ça qu'il ait voulu dire, de ce que j'ai entendu. Mais on va peut-être prendre d'autres questions, s'il y a d'autres questions de la salle ou d'autres réactions. Oui, Bernard Delay, je suis président du conseil scientifique du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Et puis, comme nul n'est parfait, je préside la commission des parcs du Conseil national de la protection de la nature. Alors quand même, après avoir écouté Jean Viard, je partage beaucoup de choses qu'il dit, je me dis quand même, faut-il maintenir les parcs? Faut-il continuer à en créer? Et faut-il les maintenir? Parce que, pour moi, et j'ai sûrement tort, c'est... pour moi, un parc est quand même un territoire d'exception, puisque lorsque on regarde l'opportunité de créer un parc ou pas, on regarde quand même la qualité des critères concernant ce qu'on appelle la biodiversité, mais au sens large, paysage, écosystème. Et puis, quand on regarde un projet de parc, on regarde quand même, non pas forcément la protection de ces richesses, mais comment est-ce qu'on va s'intéresser à leur état? C'est-à-dire, est-ce que leur état, en certains endroits, on va bien être obligé d'abandonner certaines choses, et puis dans d'autres cas, on va être obligé, on va faire en sorte de maintenir en bon état, même si ça évolue, ces richesses-là. Alors, j'ai peut-être pas très bien compris ce que disait Jean Viard, mais il me semble quand même que le point de départ d'un parc,
c'est quand même la prise en compte de cette biodiversité. Alors ça fait beaucoup rire actuellement, mais attention, un parc qui ne prend pas en compte d'abord la biodiversité, on peut très bien le remplacer par un pays ou n'importe quelle intercommunalité. Entre les deux interventions qu'on a eues, il y a une certaine complémentarité, parce que effectivement la question de savoir comment on arrive à maintenir des modèles agricoles qui fassent réellement vivre les gens, parce que s'il n'y a pas d'habitants qui vivent sur le territoire, on ne va pas non plus s'en sortir, et dans le même temps, l'exigence effectivement d'avoir des parcs qui respectent aussi une de leurs missions premières, qui est aussi le respect de l'environnement, de la biodiversité. Jean Viard, vous avez interpellé deux fois, donc non, mais c'est aussi là, je n'arrive pas à vous donner la parole. Dans ce genre de débat, on va vite, et donc on brosse. Moi, si vous voulez, sur la question de l'agriculture, ce que j'ai simplement voulu dire, moi, je crois que l'agriculture est un métier d'avenir. Et je pense que ce n'est pas un vieux métier qui reste. Ce qu'on a voulu nous faire croire pendant le monde où tout était fossile. Donc l'énergie n'est du fossile, on a arrêté de produire l'énergie dans les campagnes, etc. On est en train de sortir de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de fossiles du tout, j'en sais rien, je n'ai pas de propos là-dessus. Mais de toute façon, le faire pousser est l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et le faire pousser va prendre, et je ne le prends pas sous le terme psychanalytique, je le prends bien sous le terme agricole, le fait de faire pousser, le fait de profiter du soleil, de la biomasse, le fait de retravailler la forêt, où on a un peu délaissé parce que c'était considéré comme un métier de pauvres immigrés, donc pas honorable en agriculture. Bon, on sait bien tous le rôle qu'avaient les Italiens, notamment dans nos régions, etc. Donc l'agriculture est un métier d'avenir. D'un autre côté, on est dans un monde agricole en crise pour des raisons économiques, mais aussi de récit, parce que les paysans sont ceux qui désirent le moins que leurs fils leur succèdent. Ce qui est terrible, parce que les gens des villes ont plus envie que leurs enfants soient agriculteurs dans les études que les paysans eux-mêmes. Tellement les paysans ont l'impression de ne pas être aimés, on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont des pollueurs, on leur parle tout le temps des Bretons alors qu'ils ne sont pas tous Bretons, etc. Bon. Donc ils ont un sentiment de rejet et de difficulté économique. Et moi je dis simplement deux choses. Je dis qu'on ait ou pas des agriculteurs, il faut sacraliser les terres agricoles, petit 1. L'idéal, c'est d'en avoir. Mais si on n'en a pas maintenant, on en aura peut-être demain. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour bien pas me tromper sur la formule, c'est effectivement, je ne dis pas qu'il faut protéger les terres que quand il y a des agriculteurs. Même s'il n'y en a plus, on va protéger les terres quand même. Et puis on va trouver pour qu'il y en ait. Mais peut-être qu'il faudra du temps. Et ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est que l'agriculture est un métier du futur, où il y a des entrants. L'essentiel des gens des écoles d'agriculteurs, des écoles agronomiques ne viennent pas de la campagne. L'essentiel des femmes des jeunes agriculteurs ne sont pas dans l'agriculture. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au fond, la famille agricole, l'exploitation familiale propriétaire, le modèle français, est en train de changer. Et le niveau culturel moyen des agriculteurs est devenu supérieur à la moyenne nationale. Voilà, donc il y a tout ça qui joue, il faut l'accompagner, et je crois que si vous voulez, et en faire un métier moderne, et à tout point de vue. Et c'est ce qui est en train de se passer souvent. Moi je suis intervenu au congrès de la FNSEA, etc., d'ailleurs avec le président Delvoye, donc là-dessus on se base là-dessus, si vous voulez. Donc c'est important, vous avez raison de le préciser, et en même temps de montrer que ce monde vert dont je parle, quand je dis l'avenir c'est le monde vert, c'est-à-dire il y a plus de vétérinaires dans les villes que dans les campagnes, il y a plus d'animaux domestiques que d'enfants. 53% des Français ont un jardin, 30% des Français accèdent à une résidence secondaire. Donc il y a tous ces rapports avec le vivant. Il faut à un moment les rassembler. Il faut que le type passionné par le jardin, par le jardinage, le type qui écoute les émissions agricoles à France Inter, quelque part, il est dans le même monde imaginaire, même s'il y en a qui font le dur métier et d'autres qui l'écoutent. Donc comment tout ça se réunifie, comment on rapproche l'écologie. Moi j'avais ouvert le congrès des OGM, par exemple, pour les OGM, comment on rapproche l'écologie de ces techniques. Actuellement, on est dans des guerres, mais où on ne peut même pas se parler. On ne peut même pas s'interroger, par exemple, sur les OGM, qui ne sont pas forcément totalement négatifs. La plupart d'entre nous ici, on n'en sait rien en réalité. Donc, essayons là-dessus d'avoir l'esprit ouvert. On doit produire plus d'énergie, plus d'aliments, plus de vêtements. On va être plus nombreux et il y a des terres qu'on va perdre. On va en gagner d'autres ailleurs. Donc, essayons de mettre tout ça ensemble et de dire d'abord l'agriculture est un métier du futur. Et je crois que si vous voulez ça, c'est ça que j'essaye de dire et je me bats beaucoup là-dessus. Et je pense, si vous voulez, y compris, il y aura des adaptations. L'agriculture, est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir l'humanité? Je n'en sais rien. Est-ce que l'agriculture biologique est une niche géniale? Oui, quand j'ai le choix, je préfère. Est-ce que ça suffit pour nourrir le monde, le chauffer, l'habiller? Je ne sais pas. Donc je veux dire là-dessus, soyons très prudents, très ouverts, ne mélangeons pas les débats idéologiques et les enjeux de survie. L'agriculture productive de mon ami Pisani a permis des choses, l'indépendance alimentaire, la baisse des prix, etc. La politique agricole commune a permis quand même que les milieux populaires accèdent, même s'il y a une partie d'exclus qui doivent aller au Resto du Cœur, ils accèdent quand même à des produits alimentaires de qualité. La vie s'est quand même allongée. Donc tout ça joue. Ne tombons pas dans des caricatures. Et après, faisons évoluer, bien sûr, parce qu'on a détruit des écosystèmes, enfin d'une façon absolument dramatique aussi. Voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que petit à petit, on arrive à se parler de ces choses-là,
les uns avec les autres, sans croire qu'il y a des choses complètement certaines. Il y a des endroits où il faut chercher, des endroits où il faut bloquer. Les abeilles, c'est un vrai scandale et on a laissé traîner. Donc voilà, il faut mettre tout ça autour d'une table. Moi je dis, si vous voulez, il y a eu 2 pactes agricoles en France. Il y a eu celui de la Troisième République. On a dit aux paysans, soyez nombreux, votre productivité ne nous intéresse pas, mais soyez propriétaires républicains. Et on leur a donné 36 000 communes, 500 000 élus. Et depuis, pour faire bouger la France, c'est difficile parce qu'on a un Sénat qui est totalement réactionnaire, même quand il est à gauche. Excusez-moi de le dire, mais franchement, dans la phrase 3 de la décentralisation, on en prend plein la gueule avec des valeurs archaïques à mourir. Donc là, il faut le dire comme ça. Et donc, effectivement, mais en même temps, on a stabilisé la République. Après, il y a eu Pisani, et Pisani nous a dit, vous êtes le pétrole vert de la France, vous devez nous nourrir. Et ils les ont nourris. Ils ont passé de 3 millions d'agriculteurs à 360 000. Ils se sont eux-mêmes, tous les autres sont partis, ils étaient pauvres, ils sont allés en ville, ils ont fait les OS. Je veux dire, jamais un milieu social a autant souffert, en silence, sans couper des routes, mais parce qu'il fallait le faire. Ils l'ont fait, et il faut les remercier. Et effectivement, aujourd'hui, on a de nouveaux enjeux. Ils savent nous nourrir, mais ils le font de telle manière que ça nous pose des problèmes écologiques, des problèmes de qualité de vie, à eux-mêmes aussi, il n'y a qu'à voir dans l'élevage. On est dans un nouvel enjeu. Est-ce qu'on saura faire un 3e pacte agricole où la société va dire le monde vert, on en a besoin, des hommes ont besoin d'être dedans, et il faut qu'on essaye quelque chose. C'est ça l'enjeu. Et quand je dis les parcs pourraient être un laboratoire de ce monde vert, au fond, avant Pisani, il nous manque un Pisani. Quand le FOL a été illuminé, j'ai eu un petit SMS, j'ai dit, tu pourrais être le nouveau Pisani. Il m'a dit, c'est un peu grand pour moi. Mais c'était ça l'idée. Si c'est pas le FOL, ça sera après. Mais si vous voulez, sur le parc, alors juste sur le parc d'Anarbonne, en plus, bon, il se trouve que c'est un parc, je suis un mauvais citoyen parce que je suis membre du conseil scientifique et j'y vais jamais, donc je suis très embêté. Mais parce que ce parc, je l'ai beaucoup aimé au début, j'ai suivi là quand il a été créé, le travail la CLAP, la coopérative agricole de la CLAP me fascine par sa capacité à avoir retrouvé du ressort, justement par des méthodes traditionnelles, etc. Bon, voilà. Mais après, les parcs ont été créés pour les habitants et les résidents. Vous prenez la charte du parc du Luberon, ça commence comme ça. Le parc est fait pour les habitants et les résidents. Résidents étant défini entre parenthèses. Dans résident, il y a chasseurs, promeneurs, résidents secondaires, etc. 3 petits points. C'est-à-dire qu'un parc n'est pas fait pour ses habitants. L'habitant n'a pas de primat sur son territoire. C'est comme quand il y a des réunions d'habitants à Paris, moi je me suis un peu engueulé avec eux. J'ai dit, attendez les mecs, arrêtez avec votre discours. Si on enlève les gens qui viennent travailler dans la journée, qui sont en province, qui sont en périphérie, les touristes, les gens, et vous êtes morts de faim dans l'après-midi. Donc arrêtez de nous dire qu'on fait Paris pour ces 2 millions d'habitants. C'est pas vrai. On fait Paris pour effectivement 12 millions de gens d'Île-de-France, 15 millions de Français qui viennent une fois par semaine, et 35 millions de gens qui viennent en vacances à Paris. C'est ça, la population de Paris. Bon, un parc c'est pareil. Il y a des habitants toute l'année. Faisons attention, dans Habitants, il y a un peu de terroir natif. Hein. Habitants, c'est pas ça. Dans le Luberon, il y a des Marocains. Dans notre commune de la Tour d'Aigle, il y a autant de Marocains que de Belges, mais je ne vous dis pas qu'ils ne font pas le même job, bon, etc. C'est ça. Et puis, il y a ces usagers du parc. Les touristes, les résidents secondaires. Vous dites qu'il y a des Belges en France, c'est une bonne nouvelle, ça. Tous les Français ne sont pas à Uccle, donc. Pas du tout, parce que vous savez, il y a beaucoup de Belges qui viennent en France parce qu'ils en ont marre des conflits. Et je pense que le jour où on fera, moi, la vraie solution sur la Belgique, c'est un autre sujet, c'est de rattacher Bruxelles à la France pour la libérer des Flamands. Bon, c'est un autre débat. Mais j'avais proposé ça au président Sarkozy, ça n'avait pas intéressant. On change du sujet. On se calme, on se calme. Non, mais on traite la Belgique un autre jour. Voilà. Voilà, non, mais il faut un peu rigoler quand même. Les Flamands, on est déjà mal avec eux, mais enfin, c'est un autre sujet. N'allons pas là-dessus. Non, mais donc, si vous voulez, après, les parcs sont faits pour ça. Après, effectivement, ce sont aussi des lieux d'expérimentation, de protection des écosystèmes, de voir effectivement comment on fait, etc. Il faut faire des réserves, il faut faire de l'expérimentation, mais ne rendons pas non plus la vie inhabitable. Parce qu'on sait très bien que les réserves peuvent aussi coûter cher, etc. Donc comment on articule ça? Comment on arbitre? Moi, je n'ai pas la solution tout fait. Je pense que là encore, si vous voulez, on ne protège pas la nature contre l'homme. Il faut les protéger ensemble. Donc il y a des négociations à avoir. Et que ces négociations, elles ne sont pas stabilisées, c'est pas simple entre les scientifiques. D'ailleurs, dans la plupart des parcs, les conseils scientifiques, enfin, sauf celui d'un Narbonnaise, puisqu'ils ont un sociologue qui n'y va jamais, ce sont plutôt des scientifiques de l'animal, plutôt que du scientifique de l'homme. C'est fini, tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Mais donc là-dessus, il y a quand même aussi une vraie réflexion. Là encore, il faut qu'on réfléchisse, qu'on négocie. Les parcs ne sont pas faits uniquement pour protéger la nature, ni d'ailleurs pour protéger la beauté. Ils sont faits pour des usages. Ils ont été pensés comme des espaces récréatifs des villes. Et c'est pour ça que les villes les payent.
Je vous rappelle que Paris produit 30% de la richesse nationale et n'en consomme que 22%. Et que les 8% que les Parisiens s'échinent à produire nous sert à aménager l'espace rural, à défendre le Limousin, à permettre à nos parcs de fonctionner. C'est dans la richesse des villes que nous fonctionnons. Donc il est quand même légitime de le dire, parce que la production de richesse, elle est d'abord dans les métropoles, elle n'est pas dans les espaces ruraux. Et donc c'est bien pour ça qu'effectivement, il y a y compris un droit retour citoyen, effectivement, à se dire comment on fait pour que les gens des villes découvrent la beauté, la nature, et comment on démocratise ça, comment on amène les jeunes de banlieue dans nos parcs, comment on leur apprend les plaisirs de la marche à pied, le plaisir du feu de camp, et comment on n'est pas uniquement dans la protection. Donc comment tout ça s'articule, je n'en sais rien. En tout cas, en tant qu'économiste, je mettrais juste un petit bémol, c'est que la façon dont la richesse est calculée dépend aussi de la façon dont les gens arrivent à valoriser leur propre travail. Vous savez, quand vous êtes dans un pays sous-développé et que c'est les militaires et la police qui est fort bien payée, on s'aperçoit que toute la richesse est créée dans les capitales et que les 80% de paysans, eux, ne produisent à peu près une contribution extrêmement faible au PIB, alors que c'est eux qui font vivre le pays. Alors je ne dis pas que toute la richesse vient du parc naturel régional du Verdon, et en tant qu'habitant de l'Île-de-France, je suis fier de ma contribution au PIB, mais vous voyez, il y a aussi une part d'effet de domination dans ces effets de richesse des régions centrales. Bon, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de nos grands témoins qui ont envie aussi peut-être de témoigner. Je donnerais bien la parole aux représentants finalement de l'État, parce que je pense que vous avez aussi une idée de ce qui est assigné comme mission finalement aux différents territoires, dans la vision que peut avoir l'État de l'aménagement du territoire aujourd'hui, s'il s'autorise encore à en avoir une. Parce qu'on a le sentiment, à entendre les échanges, qu'il y aurait un modèle à trouver et qu'ensuite on pourrait tous collectivement le mettre en œuvre. Il suffirait de choisir le bon. Mais il y a quand même, je le rappelais tout à l'heure, un sujet qui est un sujet d'arbitrage. Et ce sujet d'arbitrage entre l'homme, l'environnement et l'activité ou l'économie obéissent à des choix qui sont faits à d'autres niveaux pour les grands équilibres. Hein, on a tout un ensemble de décisions qui sont des décisions d'ordre législatif, mais pas seulement, et au-delà, qui font que nous mettons en œuvre des lois qui elles-mêmes procèdent et mettent en œuvre des arbitrages entre l'environnement et qui protègent la biodiversité, heureusement. Les parcs sont des institutions que nous mettons en œuvre dans le cadre d'un certain nombre de lois, de normes, etc. Tout ça répond à des choix qui sont des choix politiques, qui sont produits au Parlement et qui nous permettent d'encadrer ces grands équilibres pour éviter les grands déséquilibres. Donc de ce point de vue, le politique intervient et c'est très important. Le sujet, il est de bien voir localement, dans ces territoires de projet, quelle est la déclinaison de ce qui est le fait de la mise en œuvre de ces grands équilibres choisis. Et là, il y a un arbitrage qui passe par l'institution et qui passe par la démocratie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait l'être, on voudrait la voir être. Et il y a le sujet qui est le sujet d'adhésion à un projet. Et là, les territoires de projet sont majeurs. Dans le partage, il y a deux choses. Il y a donc cette question qui est la question de partager le projet de développement de sorte que tous adhèrent sur un même territoire à une logique de développement qui donne du sens et qui correspond à une réalité économique, à une réalité sociale, sociétale, bref, que tout cela devienne de la dynamique et qu'on adhère au projet. C'est la logique du parc. C'est la logique aussi d'une forme de consultation, de concertation et d'entraînement de la population. Pour la partie qui est la partie de participation de la population d'un territoire donné aux arbitrages que prennent les autorités administratives qui sont contrôlées par les assemblées élues, on a les enquêtes publiques, on a un certain nombre de choses qui sont relativement frustrantes et qui débouchent sur des éléments qui sont pris en compte ou non pris en compte par l'autorité, qui est elle-même éclairée, mais qui obéit à des contraintes. Là. Elle rend des arbitrages parce qu'il faut faire des choix. À un moment, on ne peut pas contenter tout le monde. Et donc, sur des logiques qui sont les logiques de mise en œuvre des grands arbitrages, et notamment ceux qui permettent la défense de la biodiversité, ben voilà, il faut trancher.
Est-ce qu'on tolère le loup dans le territoire agropastoral? Voilà, ça il faut le trancher. Et il n'y a que l'autorité, elle le fait sous le contrôle d'une assemblée élue dans le schéma républicain. Mais là, il n'y a pas de choix. Alors on peut faire participer les uns et les autres, et il faut faire participer le territoire, là aussi, à cette partie d'arbitrage, qui est celle de l'exercice de la prérogative de puissance publique. Il faut expliquer pourquoi on fait comme ci et pourquoi on fait comme ça, pourquoi ces grands équilibres qui parfois contredisent un certain nombre des intérêts ou paraissent difficilement acceptables pour les individus et les libertés qu'elles contraignent. Mais c'est là une autre forme de débat, une autre forme de partage que les territoires de projet doivent aussi porter. Merci. Il y a une question qui me vient à l'esprit quand même, parce qu'en entendant certaines interventions, l'impression qui m'a été donnée, c'est que par rapport finalement à la problématique que portait Annick Delay dans l'intervention qu'elle a fait en avance de nos travaux, en introduction, on avait l'impression qu'on restait quand même dans une problématique où il y avait d'une part la préservation de la nature, un peu en soi, là, et puis de l'autre côté, des habitants ou des résidents qui consomment des choses ou des activités qui sont consommatrices de ressources. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple de l'agriculture, c'est vrai qu'on a une indépendance alimentaire théorique, mais si tu veux aujourd'hui consacrer dans un domaine une vraie indépendance, c'est-à-dire de produire avec des agrocarburants l'ensemble de la consommation énergétique de ce domaine, il faut consacrer presque 40% de sa surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation en intrants venant de l'extérieur de notre système agricole est en même temps insoutenable. Donc c'est une indépendance qui est très, très limitée et qui interpelle évidemment l'avenir de nos modèles agroalimentaires. Alors, dans quelle mesure, dans l'expérience des parcs, dans les débats que vous avez au sein des parcs, on arrive à repenser une idée du développement économique, de l'occupation des gens, de la production de richesses pour que les gens aient envie de vivre ici, qui soit en même temps productrice d'une économie qui soit réellement soutenable au sein des parcs. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, Marie Bouchez? Ou allez-y, oui. Enfin, c'est comme vous voulez. Oui, je crois qu'effectivement, c'est une question dont on essaie de se saisir de plus en plus aujourd'hui, face à la situation dans des espaces qui sont des espaces importants, et où il y a depuis trop longtemps, je crois, une forme d'opposition entre la ville et la campagne. D'ailleurs, je l'ai un peu... On y revient, quoi, quelque part, parce que quand on dit, oui, effectivement, la ville, pourquoi est-ce que la ville contribue quelque part au parc? Regardez ce qui se passe pas simplement au sein des parcs, regardez ce qui se passe souvent dans les intercommunalités en France, où partout, il y a le fossé qui se creuse entre la ville et la campagne, parce que la ville, eh bien, où la campagne se considère maltraitée par rapport à la ville, considérant que l'activité économique sera à la ville et que la campagne, c'est quelque part le résidentiel, là où les habitants vivent, à qui on accorde de temps en temps quelques miettes, etc. Et finalement, ce débat-là, on essaie de le porter aussi au parc. Comment est-ce qu'on peut le faire? Nous, sur le parc des Vosges Nord, on a mené toute une réflexion sur l'économie du bois en général. On considère qu'il y a un fort potentiel qui existe dans un rayon d'action qui est, somme toute, assez petit, en disant on a une ressource non délocalisable, et finalement c'est un peu le même débat sur l'agriculture. Comment est-ce qu'on la valorise? Comment est-ce qu'on recrée du lien à la fois avec l'habitant? C'est ce qu'a fait déjà, ce que font les parcs depuis longtemps, par le biais des marchés paysans, de ce lien entre le producteur et le consommateur, et c'est la même chose sur le bois et la forêt. Comment est-ce que les différents usages de la forêt, celui de la promenade, celui de l'exploitation forestière, puis peut contribuer à une économie qui est une économie locale? Eh bien c'est aussi que les habitants reprennent conscience, les habitants et les villes à proximité, reprennent conscience de la richesse qui se trouve à leur porte, reprennent conscience de ce territoire qu'elles méconnaissent. Je prends un autre exemple chez nous, où nous avons une gestion mutualisée des musées, des sites touristiques. C'est sur le parc plus de 40 sites ou musées touristiques. Eh bien, demander aux habitants de ce territoire combien ils en ont visité, c'est minime. On va effectivement visiter très loin, on va ici dans le Var pour visiter les magnifiques musées et sites que l'on peut avoir, mais chez nous dans le territoire, qui est-ce qui connaît encore l'histoire de ce territoire et qui est-ce qui peut se le réapproprier et en fait redevenir un acteur économique chez lui? Eh bien, c'est là un vrai défi, à mon avis, effectivement, que doivent relever les parcs dans ce territoire et en lien, comme le disait tout à l'heure Eliane, parce qu'il faut, à mon avis, effectivement, ouvrir les portes vers l'extérieur, vers les villes, vers ce qui nous entoure, en lien avec l'économie qui se trouve à proximité, et de façon à ce que, quelque part, chacun se trouve reconsidéré dans la richesse qu'il peut apporter lui-même en personne. Oui, merci, tout à fait. Oui. Marie Bouchez, un mot? Juste pour aller dans le sens de Michael, et ça c'est pas un scoop, mais
Je crois que c'est une question de complémentarité. complémentarité. C'est assez consensuel là, ce qui vient d'être dit. Oui, parce qu'on a un peu les mêmes envies, en fin de compte, que les parcs soient aussi des espaces en effet de développement et de vie, comme on rappelait tout à l'heure. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas faire, c'est rentrer à nouveau avec l'effet métropolitain. Et nous, en région, on est quand même au milieu de tout ça, avec un littoral métropolitain important, une forte population, une forte consommation d'espace, de ressources, et une opposition avec des espaces qui sont dits naturels, avec des usages pour les urbains fatigués, stressés, etc. Moi, ça me gêne un petit peu. Ça veut dire qu'on n'aurait pas encore fait une révolution décentralisatrice, ou en tout cas de projet de territoire avec des gens, en effet, qui sont dans la modernité, parce qu'on a le haut débit dans beaucoup de nos territoires. Par contre, c'est quel type de développement économique on peut faire avec ça. C'est toute la question. C'est comme toute la question est quel type d'aménagement du territoire au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'accueil de population, au niveau des services qui sont à protéger. C'est une question de solidarité entre l'urbain et le rural et non pas une complémentarité, et non, enfin en tout cas en région. Ce que j'entendais bien aussi dans ce que disait Jean Viard, c'est que le rural lui-même en tant que tel, non, c'est pas qu'il a disparu, puisqu'il nous reste des agriculteurs qui occupent l'espace, mais numériquement, ces agriculteurs sont extrêmement minoritaires dans ce monde dit rural, qui s'est extrêmement urbanisé. Là, je suis sorti pour chercher un DAB tout à l'heure, bon, et la première plaque que j'ai trouvée à gauche dans la rue, je peux vous montrer la photo, je l'ai prise, c'est la plaque d'une psychanalyste, qui n'est pas une activité particulièrement rurale, profonde, je veux dire. Mais je ne sais pas pourquoi les paysans, ils n'ont pas le droit d'aller sur un divan. Absolument, non mais je dis, ça fait partie, des activités. À mon avis, on les a assez utilisées. On est dans des activités urbaines. De façon productiviste, avec tout ce que ça peut considérer, et puis les charges maintenant sur justement les dégâts qu'ils ont pu faire, parce qu'on leur a demandé de faire sur l'environnement, ils peuvent être réduits aussi à avoir une volonté de se confier. Donc moi je pense que c'est pas ça, la modernité c'est pas ça, c'est en effet, on est des territoires comme les autres, mais on veut faire mieux qu'ailleurs. Je crois que c'est surtout ça, de faire, et d'être, peut-être, c'est aussi quelque chose qui nous anime, c'est d'avoir un coup d'avance. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des schémas de réflexion, nous on en a à la région, les schémas régionaux d'aménagement du territoire. Et ça c'est important, de faire réfléchir pour 30, 40 ans avec des lieux de réflexion, avec les citoyens, enfin notamment les conseils de développement. Et encore, je pense qu'ils n'ont pas assez de place, ils pourraient en avoir plus et mieux. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté. Mais après tout ça, après il faut accompagner avec les territoires, et là, les agglos pareil, avec les agglos aussi, la transformation de nos vœux, nos engagements qu'on a souhaités les uns les autres. Parce que sinon, ça restera des vœux pieux. Et puis, le train passera, le train, on va dire, de la du productivisme le moins éclairé possible, la disparité, parce que là, dans notre région, on finirait là-dessus, on est quand même, malgré nos choix, etc., même au niveau de la région et d'autres collectivités, malgré la diversité des territoires et l'accompagnement du développement des territoires, on espère de façon équilibrée. C'est pas simple, il y a des mastodontes d'un côté quand même. Il y a quand même une inégalité sociale, économique criante dans notre territoire. Ça veut dire qu'on a encore du progrès à faire. Donc je pense que garantir et garder la diversité des territoires et l'accompagnement spécifique avec des moyens et des politiques et de faire, comment dire, de s'améliorer les uns les autres, je pense que c'est un véritable avenir. Un petit mot ? Oui, juste, on admet effectivement que la société est devenue très urbaine. Par contre, je perçois vraiment deux risques importants. Le premier, c'est de faire des parcs hors sol, et ça nous guette tout le temps. C'est-à-dire que ce qu'on donne à voir n'est plus la réalité, mais une réalité reconstruite. Et donc ça, c'est vraiment un risque important. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'appuyer sur les professionnels, que les agriculteurs soient des vrais agriculteurs qui vivent de leur activité. Et il faut qu'on fasse attention à ne pas trop urbaniser cette activité. On le voit, y compris dans les espaces naturels, et c'est le deuxième risque, c'est qu'on donne aussi des espaces naturels tels que les urbains veulent les voir. Donc on voit des passerelles, des observatoires, des sentiers de randonnée. On en est même arrivé en Camargue à ne plus réaliser de sentiers de randonnée. On va arriver quasiment à zéro sentier, puisqu'on considère qu'il faut que les gens passent par les professionnels, les agriculteurs, les professionnels du tourisme, et non pas livrer comme ça des espaces au grand public, parce que du coup ça ne crée pas d'économie, et d'autre part ça répond à une demande, mais une demande construite de manière artificielle,
artificielle, par la télé, par tout ce qu'on donne à voir. Je pense qu'il faut aussi que les urbains se réapproprient la vraie nature et la vraie agriculture, et je pense que les efforts, c'est pas que les territoires de parc donc à les faire, et je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation, et je pense qu'on a les équipes pour ça, et on a donc les équipes pédagogiques notamment, pour préparer aussi les esprits et les urbains à percevoir la vraie réalité des parcs naturels régionaux. Je crois que s'il y avait un sociologue et un économiste dans la salle, il risquerait de dire que vous allez... Je répète ce que vient de me dire Jean-Pierre à l'oreille. Vous êtes en train de marchandiser l'espace public de la campagne et je ne suis pas convaincu que ça soit le bon modèle. Moi, je pense que l'espace public de la campagne a été publicisé, il a été rendu public. Notre civilisation est une civilisation qui rêve de campagne, de village, qui a tous ces mythes. Les gens ont envie de le parcourir. Et l'idée qu'il faut qu'il y ait des professionnels qui m'accompagnent quand j'ai marché dans un parc, bah, écoutez, ça ne m'attire pas beaucoup. C'est même, pour moi, c'est la forme suprême de l'urbanisation du rural, et la nature naturelle n'existe pas. Elle est toujours culturelle et forgée par toute une histoire. Bon, mais on pourra continuer ce débat. J'ai appris que j'avais droit, avant que la salle explose, à 10 minutes supplémentaires. Donc ça va me permettre de redonner un tour de parole à la salle. Est-ce qu'il y a... Voilà, monsieur... Oui, moi je suis président du Parc des Volcans d'Auvergne et membre du bureau de la Fédération. Je préside de la commission aménagement du territoire. On a de multiples discours sur les parcs. Pour simplifier, j'en retiendrai deux. Il y a un discours très positif d'autosatisfaction qui consiste à dire qu'on a inventé un excellent modèle, qu'on continue à bien travailler, que demain ça sera encore mieux, et avec notre mission Avenir des parcs, on va avoir un avenir rêvé. Je partage en grande partie cet optimisme, mais en grande partie seulement, et je constate qu'aujourd'hui, ceux qui le partagent le plus sont souvent ceux qui ne sont pas dans les parcs. Ça veut dire qu'on a bien vendu cette image. Il y a beaucoup de territoires qui ne sont pas parcs, qui veulent le devenir, et beaucoup de communes qui ne sont pas territoriales, mais qui veulent rentrer dans les parcs. Mais à côté de ce discours-là, il y a le discours inverse, qui nous interroge quand on va sur nos territoires et sur nos communes, et qui nous demande mais à quoi ça sert un parc? Parfois même un parc ça ne sert à rien, vous n'êtes qu'un ensemble de contraintes que vous nous imposez, on préfère travailler maintenant avec les communautés de communes, avec les pays qui nous apportent des moyens. Résultat, c'est que quand vous allez nous demander notre avis, eh bien on ne votera pas votre charte. Or, cette attitude-là, on constate qu'elle est de plus en plus fréquente. Quand on regarde la carte des parcs en France, on voit que cet enthousiasme initial perdure encore, mais qu'il s'atténue surtout dans les parcs les plus anciens. Et quand on voit passer au bureau de la Fédération les nouvelles chartes, de plus en plus, ce sont des chartes à trous. Donc ça veut dire que ce sujet qui a été à peine abordé dans la commission, mais qu'on n'a pas encore tranché, il faudra bien qu'on le tranche. Est-ce qu'il vaut mieux une carte de parc avec des territoires à trous où il n'y aura plus aucune cohérence et où ces parcs auront le label parce qu'on les voit tous passer et tous renouvellent leur charte? Ou est-ce qu'il ne faut pas dire la démocratie, ça n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Et s'il y a quelques territoires au cœur des parcs qui ne veulent pas suivre la règle générale, eh bien ça n'est plus le volontariat. C'est comme ça se passe sur les communautés de communes, sur toutes les autres institutions. Il arrive un moment où il faut dire qu'il y a une majorité, voire qualifiée, voire des 3/4 ou 80%, mais il ne faut pas que quelques communes, quelques villages gaulois empêchent cette cohérence des territoires. Très bien. C'est tout à fait ce que j'ai compris de ce que disait Jean-Pierre en introduction, aussi sur d'avoir une légitimité démocratique plus forte dans la gouvernance des parcs. J'ai une autre question, s'il vous plaît, qui va dans le même sens. André Micou, je suis sociologue retraité, donc disponible pour aller dans des conseils scientifiques des parcs. Et donc je cumule un peu les conseils scientifiques. J'ai beaucoup hésité, comme l'a dit Philippe Frémaux, à choisir l'atelier parce qu'ils sont tous très intéressants, tous imbriqués les uns dans les autres. Puis finalement, comme je suis sociologue, j'ai quand même choisi celui de la gouvernance. Et j'aimerais bien que Jean Viard tu reviennes sur ce que tu as dit très vite sur l'institution, justement. Enfin, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole parce que j'enchaîne avec le précédent intervenant. Tu as dit très rapidement que c'était... que les choses se tenaient dans le changement de mode d'élection du syndicat mixte. Alors si tu pouvais en dire davantage, parce que j'ai pas eu le temps de noter,
Et puis si les autorités qui ont l'autorité, elles pouvaient en savoir, elles en savent un peu plus sur ce que nous prépare la réforme territoriale réformée sur cette question-là. On n'a pas, oui, pas bien entendu. Oui, monsieur. Oui, Jean-Luc Tiapini, je suis le président du Parc naturel régional de Corse. Je voudrais intervenir parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans tout ce qui est dit. Et c'est bien d'ailleurs, parce que ça prouve que tout n'est pas parfait, puis qu'on n'a pas la même vision des choses, et que c'est en discutant qu'on peut avancer. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui on parle des parcs, mais on n'a pas dit tout ce que faisaient les parcs. La philosophie d'un parc, c'est d'abord la sensibilisation, c'est l'éducation à l'environnement, on n'en a pas parlé. Et pourtant, c'est un rôle important qu'ont les parcs. Intervenir dans les écoles, auprès des scolaires, auprès des enfants, qui sont les éco-citoyens de demain, ça, on n'en parle pas. Le deuxième point, c'est la valorisation de la protection d'abord de notre nature, de notre patrimoine naturel, culturel et paysager, et la valorisation de tout ce patrimoine. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Le débat d'aujourd'hui est surtout axé sur le développement. Alors le développement, quand j'entends que dans certains parcs, on va réduire à zéro les sentiers, ça me révolte, parce que nous, au Parc naturel régional de Corse, on a basé notre développement sur notre environnement, sur nos richesses, les seules richesses que nous avons, nous, les communes de l'intérieur. Je parle de régions qui sont en voie de désertification. Je pense qu'il y en a beaucoup, il n'y a pas que la Corse. Pour nous, notre seule richesse, c'est notre environnement, et le développement doit se faire autour de cet environnement. Par exemple, l'utilisation des fleuves, évidemment, tout en respectant l'équilibre entre protection et développement. Et il ne faut pas que, contrairement à ce que vous disiez, monsieur, je sais pas, il ne faut pas que les parcs deviennent un terrain de jeu ou un terrain de loisirs pour les citadins. On ne va pas mettre les plumes pour que les citadins viennent voir ce qui se passe au niveau du rural. Il est hors de question de faire ça. Je le précise quand même, les choses vont mieux lorsqu'elles sont dites. Les gens qui viennent des villes doivent venir pour découvrir le milieu, pour la sensibilisation à l'environnement. Il faut qu'on démontre en respectant la nature, en respectant l'environnement, on peut vivre de cette nature. Et on n'a pas assez insisté. Un parc naturel régional, c'est quoi? C'est la nature, protection de la nature et l'homme dans cette nature. Et l'homme doit vivre de cette nature. Je crois que c'est ça, ce sont des éléments essentiels et ce sont les socles d'un parc naturel régional. Donc je crois qu'il y a des précisions à donner. Le développement se fait naturellement, le développement dès l'instant où... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques et les gens qui sont aux affaires, en tout cas pour nous, n'ont pas encore vu l'intérêt de mettre en place des produits liés à l'environnement, d'une part, à former nos jeunes, parce que les jeunes, il faut qu'ils soient formés à tous ces nouveaux métiers qui arrivent, les métiers verts, justement, liés à l'environnement. Et dès l'instant où ces jeunes seront reformés, eh bien, ils viendront tout naturellement sur le territoire. Et à ce moment-là, je crois qu'on gagnera la lutte sur la désertification. Voilà ce que je voulais dire. Je crois qu'il faut qu'un parc naturel, c'est un tout. Ce n'est pas... Là, on a décroché, on a enlevé de son objet, si vous voulez, on parle du développement, mais il n'y a pas que le développement. Et ça, je crois qu'il faut le remettre. Il y a des gens qui font partie de comités scientifiques. C'est très bien, vous êtes au CNPN. Vous savez qu'aujourd'hui, les risques et les dangers qu'il y a au niveau de la nature et de l'environnement, et au CNPN, vous soulevez le problème, ce sont les engins à moteur. Aujourd'hui, les engins à moteur viennent dans la montagne et n'ont plus de respect, si vous voulez, pour l'environnement. Je crois que tous les parcs ont ce rôle à jouer de protection. Malheureusement, on n'a pas un pouvoir de police. Le parc de Corse, en tout cas, aujourd'hui, va essayer de faire un mixte entre la philosophie des parcs naturels et des réserves naturelles. Il faut quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les montagnes, c'est une économie importante et tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une économie qui était liée à l'environnement. Il va falloir qu'on mette en place une politique et que les parcs jouent un rôle plus important dans le rôle de police qui aura à mener pour interdire certaines choses. Sinon, faute de quoi, bon, vous savez ce qui va arriver, c'est que dès l'instant où il n'y a plus l'homme dans la nature, eh bien, ça va être la porte ouverte à tous les abus. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci d'avoir rappelé aussi des missions fondamentales des parcs. Je crois qu'ils sont partagés par tout le monde ici, mais qui, de fait, dans le déroulement de notre table ronde, n'ont pas été rappelés.
devrais normalement conclure maintenant. Si vous voulez absolument dire une petite chose, je crois qu'il y avait quand même une petite interpellation pour Jean Viard d'un collègue, en quelque sorte. Et donc, un petit mot, une minute. Non, mais juste, moi je crois qu'il faut... Le changement, il est qu'au fond, la légitimité des paysans sur la campagne n'est plus aussi univoque qu'elle a été. Jusqu'aux années 70-80, la campagne, c'était les paysans. Ils étaient peut-être moins nombreux, tout ça, mais culturellement, politiquement, on était d'accord là-dessus. Bon. Et ça, je crois que c'est ça qui est en train de changer. Dans les années 70, on a eu un changement de classe politique. On a eu des gens capables de lire des postes, etc. Souvent, ils étaient plus paysans eux-mêmes, mais ils faisaient partie des familles. C'était des enseignants, c'était des techniciens. Bon, on est encore dans un nouvel enjeu. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Alors, ça veut dire pas du tout dire qu'il n'y aura plus de paysans. Je crois qu'on s'est exprimé là-dessus. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la même légitimité, que la nature est devenue publique, qu'on est dans une société où les gens ont besoin de la voir, de la rencontrer, de la comprendre. Donc, les parcs ont un rôle pédagogique. Je suis d'accord avec vous. Ils ont aussi un rôle de parcours, les gens veulent y aller à la voir, il faut l'aider à les voir, parce que, je veux dire, quand j'ai dit tout à l'heure, si les gens ne vont pas marcher dans les parcs, c'est pour des raisons de transport et tout, mais c'est surtout parce que c'est un apprentissage, c'est une éducation, je veux dire. Et ça s'apprend dans les banlieues, ça s'apprend dans les écoles, le rapport nouveau à la nature, le plaisir de la nature, parce que quand les gens veulent remplir le stade à l'OM, ils sont 45 000 à trouver des places à hors de prix, hein. Ça leur coûterait moins cher d'aller dans le Luberon. Donc je veux dire, s'ils n'y vont pas, c'est pas que des questions d'argent, etc. C'est des questions de hiérarchie de valeur. Voilà, moi je voulais simplement dire ça. Et sur les problèmes de gouvernance, moi j'ai pas de modèle, c'est pas mon rôle. Mais je pense qu'effectivement, il faut petit à petit, nos sociétés sont en crise démocratique, dans des votes extrémistes, dans l'abstention, dans le recul des jeunes, dans l'âge moyen de toutes les réunions qu'on fait de concertation. Donc, c'est pas des questions simples. Et donc, petit à petit, il faut qu'on essaye de réenrichir la démocratie, en donnant des modes de démocratie plus directs, en trouvant des formes de renouvellement du personnel politique. Je veux dire, c'est un véritable enjeu. D'année en année, depuis 30 ans, les sociologues n'arrêtent pas de le dire. Mais pour l'instant, les choses changent extrêmement rarement. Et je pense que les résultats des dernières élections devraient, sur ce niveau-là, faire réfléchir beaucoup. Et c'est vrai au niveau local. Et donc, je veux dire, là-dessus, on a un vrai débat. Il faut qu'on expérimente. Et moi, quand je dis la démocratie, c'est encore le même meilleur moyen dans une république pour effectivement tâter l'opinion publique et lui donner la parole, je pense que c'est vrai que toutes les autres formes sont des compléments, mais le cœur, et là je suis d'accord avec M. le Préfet, c'est la démocratie élective. Et à ce moment-là, il faut savoir la faire évoluer dans certains cas. Michael Weber. Et une minute maximum. Sinon... Oui, je vais faire moins court que Jean Viard. Je vais essayer. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Roger Garde, parce que c'est un sujet évidemment qui préoccupe tous les présidents de parc, et qu'on a constaté effectivement dans le renouvellement que de voir que des communes ne souhaitaient plus adhérer. Je crois que qu'on arrivera à bout de ces problèmes-là, à la fois par le chemin que nous, on doit parcourir en termes de gouvernance, mais aussi par le chemin que doivent parcourir les autres vers nous. C'est-à-dire, je m'explique, et bien sûr par la loi, parce que je pense qu'effectivement la loi peut apporter une solution. Mais je crois que vraiment aujourd'hui, quand on est dans un territoire où les élus nous disent Natura 2000, c'est la faute des parcs, les SNIEF, c'est les parcs, les protections en tout genre, les réserves naturelles, c'est les parcs, etc. Et qu'on dit, ben non, d'abord c'est souvent l'État, c'est parfois l'Europe, et qu'on demande à ces mêmes interlocuteurs, est-ce que vous considérez que le parc gère plutôt bien ces questions-là, après qu'on leur a expliqué à qui incombe cette responsabilité in fine, eh bien ils sont plutôt à considérer que c'est plutôt mieux fait que si c'était un bureau privé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie incohérence aujourd'hui, qu'il faut lever. Il faut, à mon sens, mieux expliquer. C'est renversant pour Jean Viard. Il faut, à mon sens, mieux expliquer à la population, à nos interlocuteurs, eh bien qu'on essaie justement de remettre du lien, de mettre un liant dans les règlements qui sont les nôtres, mais que cette réglementation-là et cette protection-là, elle a un intérêt pour le territoire et pour la population. Ce qui veut dire que le projet de territoire que l'on construit ensemble, il faut revoir sa façon de le faire. L'enquête publique qui a été mise en place par le législateur, elle ne donne pas satisfaction parce que le public ne partage pas ce que l'on écrit. Donc c'est la façon qu'on arrive effectivement, à mon sens, à faire partager cela par d'autres acteurs. Et puis quand même, il ne faut pas se leurrer, la présence des intercommunalités qui prennent une puissance, y compris sur les communes, en disant que les communes sont réduites de plus en plus à leur proportion congrue, où les communes ne peuvent plus se prononcer sur les véritables enjeux de leur aménagement du territoire, on le paye aussi. Quoi qu'il arrive, on le paye aussi. Donc ces questions-là, il faut les mener, je pense, de notre côté, mais il faudra aussi que l'on demande une évolution de la loi de façon à ce que, comme tu le disais à juste titre, eh bien, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité, c'est effectivement, ça doit être la majorité. Un mot. Juste un mot pour dire... oui.
pour indiquer que oui, nous avons une réglementation, oui, nous avons le souci de la protection, oui, nous avons des éléments qui nous permettent de garantir les équilibres et de les garantir fortes. Mais comme ça vient d'être dit, ces réglementations, ces polices qui permettent l'équilibre entre l'environnement, l'homme, l'activité, les PLU, les SCOT, évidemment, ça passe mal, sauf si on a sur le territoire une logique de projet. Et donc, c'est en parlant à l'intelligence, c'est en construisant des projets de toute la force de ces projets de territoire qui sont portés par les parcs et qui sont construits par les parcs qu'on va rendre les choses acceptables. Je pense qu'entre le moment où nos institutions vont s'adapter pour mettre l'intercommunalité et les logiques de démocratie républicaine au niveau des territoires de projet, il va se passer un grand moment. D'ici là, la seule manière de rendre ces projets acceptables, de faire que justement ces enquêtes publiques qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne permettent pas de partager les choses, parce que des arbitrages sont nécessaires et qu'il faut bien imposer ça par la règle, pour rendre tout ça acceptable, pour donner du sens à tout ça, il faut des parcs et il faut des logiques de projets territoriaux. Merci. Donc, je crois qu'on a un débat qui est frustrant parce qu'il s'arrête trop vite. Et c'est pas étonnant parce qu'au fond, derrière toutes les interrogations que j'entends, les parcs sont traversés par les trois crises que vit notre société, hein, qui sont des périodes de changement, crise économique, crise écologique, crise aussi de la démocratie. Et c'est vrai que c'est aussi les territoires, on essaye de réinventer des solutions qui soient réellement soutenables pour faire avancer, trouver des solutions à ces trois crises. Et donc, on n'a pas fini d'en débattre tous ensemble. Donc, merci à vous tous d'avoir participé avec nous. Merci à Jean Viard, merci à Jean-Paul Delevoye qui nous parle de très haut. Et merci donc aux parcs naturels régionaux de m'avoir invité pour animer cet après-midi. Maintenant, nous avons dehors, si j'ai bien compris, des activités avant qu'il y ait le marché des initiatives qui s'ouvre et l'apéritif avec des produits de nos différents terroirs. Parce que le parc naturel régional, il est quand même il sent un peu le terroir, il faut bien le reconnaître. Et au niveau agroalimentaire, ça mérite toujours d'être rappelé. Voilà. Juste un mot. Merci d'abord, vous l'avez fait, Philippe Frémiot. Merci à Jean Viard et à nos témoins. Suzanne a quelques informations techniques à vous donner. Moi, j'invite les membres de l'Assemblée générale de bien vouloir rester dans cette salle. On va siéger immédiatement pour pouvoir après rejoindre le marché des initiatives qui s'ouvre à 18 h et le grand apéritif des parcs à 19 h 30. Voilà, et un message personnel à Jean Viard, il est attendu à la buvette par la délégation belge. Je vous demande encore quelques secondes d'attention pour vous donner quelques informations pratiques qui vont faire qu'on va continuer sur la lignée d'un bon congrès bien réussi. Alors d'abord, pour vous dire que vous allez le voir tout le long du congrès, on a vraiment souhaité s'inscrire dans une manifestation la plus éco-responsable possible. Ça a commencé d'abord dans ce choix de réduire le temps que vous allez passer dans les transports, en tout cas au moment, la journée du jeudi, au niveau des ateliers. Et donc ça explique cette petite nouveauté cette année du couplage entre la commune où vous allez faire l'atelier et là où vous allez être hébergé. Concernant les transports, du coup, on a mis en place beaucoup de navettes. On vous encourage à les prendre, même si vous êtes venu en voiture. Le parking où vous vous êtes garé ce matin est surveillé la nuit, vous pouvez laisser votre voiture. Par contre, pour que les navettes fonctionnent bien, on va vous demander vraiment de respecter les horaires qui sont annoncés dans le petit livret d'accueil que vous avez tous dans votre mallette. Et c'est important pour ne pas mettre en retard l'ensemble des collègues. Deuxième petite information pratique importante, quand vous allez partir tout à l'heure à la fin de l'apéritif des parcs, il va y avoir des appels au micro et vous allez être appelé commune par commune d'hébergement, ou là où vous êtes hébergé. Et c'est à ce moment-là, quand vous entendrez le nom de votre commune, il faudra aller chercher vos valises à la bagagerie, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bouchon au niveau de la bagagerie et qu'on puisse faire partir les navettes les unes après les autres sans vous faire attendre dehors trop longtemps. Donc merci d'être attentif quand vous entendez le nom, de bien partir au bon moment. L'autre point que je voulais souligner, dans cette volonté de démarche éco-responsable, vous avez vu, on essaie vraiment de mettre en avant les produits locaux, les produits du territoire.
Juste un petit commentaire par rapport à midi. Vous avez vu, on a pu déguster 18 agneaux, ce qu'on appelle des tardons. C'est des gros agneaux qui ont passé une année dans nos alpages, qui viennent donc du nord du parc. Voilà, on a mangé des pommes de terre de l'Artubie, des tartes aux pommes du plateau de Valençol. Et on va continuer à vous faire déguster des produits un peu particuliers, et notamment demain soir, pour le repas des parcs, le repas de gala, je sais pas comment, voilà. Vous allez retrouver dans toujours ce fameux livret d'accueil les menus détaillés des 5 repas qui vont vous être proposés, puisqu'en fait demain soir vous allez avoir le choix. Il y aura 5 chefs qui seront là, qui vont vous proposer un menu de chacun des 5 parcs naturels régionaux de Provence. Et je rajoute donc le 6e parc qui a été créé après qu'on ait organisé tout ça, avec le projet de parc des Baronnies qui, eux, ont prévu de s'occuper de l'apéritif. Voilà, donc regardez bien le menu, comme ça demain soir quand vous arriverez, vous pourrez choisir votre... Et le vin, oui bien sûr Antoine, ah bah je ne pouvais pas oublier le vin, pardon. Et donc une cuvée spéciale congrès qui a été faite par la coopérative de Quinçon, qui est une coopérative en conversion bio et qui a fait une cuvée spéciale pour nous. Voilà. Merci à Suzanne, merci beaucoup. Non, j'ai encore... Ah, tiens, encore un peu. Non, j'ai encore un petit non mais franchement c'est pas long. Donc le dernier point. Vous avez dans votre mallette également un éco-gobelet, donc c'est dans notre volonté de réduire les déchets produits pendant le congrès. Donc il n'y a aucune bouteille en plastique ou très très peu, juste voilà pour les intervenants. Donc gardez-le tout le temps avec vous pendant les 3 jours parce que c'est lui qui va vous permettre de boire. Voilà. Et dernier point, dans le choix toujours de cette démarche éco-responsable, je voudrais souligner le travail qui a été fait par la compagnie qui a été choisie pour organiser le congrès, qui s'appelle la compagnie Evans, qui est elle-même engagée dans une démarche éco-responsable puisqu'elle fait partie du pôle écologique d'Arles. Et dernière info, en sortant, vous allez, en attendant l'ouverture du marché aux initiatives, pouvoir profiter de plusieurs animations à l'éco-guinguette dehors, donc n'hésitez pas, il y a des animations culturelles. Et puis je finis juste, Jean-Louis, c'est fini, pour remercier vous de nous avoir fait confiance et d'avoir cru en notre possibilité d'accueillir le congrès. Remercier toute l'équipe de la Fédé, Pierre, avec qui on travaille depuis 1 an, et ça a été un super travail, merci. Merci aussi au parc de la Montagne de Reims et des Vosges du Nord qui nous ont bien aidés puisque c'était les derniers, voilà, ils nous ont bien transféré plein de bonnes expériences. Merci Eric, merci Olaf. Bien, merci. Les membres de l'Assemblée Générale, vous restez, s'il vous plaît. Nous avons une Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire. Voilà, on rejoindra le marché aux initiatives à 18 h.